Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Dans quelques instants, dossier spécial sur Fréquence Évasion, nous allons parler du nucléaire en compagnie de Marc Saint-Armand de l'association Sortir du nucléaire. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Marc Saint-Armand. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors pourriez-vous nous présenter en quelques mots l'association Sortir du nucléaire ? Bien, l'association Sortir du nucléaire a été créée avec plusieurs collectifs, plusieurs associations locales qui se sont regroupées pour essayer de trouver quelque chose en commun pour lutter contre le nucléaire, sachant que les associations s'étaient battues contre le nucléaire, mais rien n'avait tenu très longtemps pour dans les relations, etc. Donc il y a 13 ans, cette affaire de réseau a réussi à se constituer. D'accord. Alors nous étions rencontrés il y a quelque temps sur cette antenne lors de l'incident de Pierre-Latte justement. Où en est-on aujourd'hui ? Eh bien, sur les déformations, en fait, ce qui s'était passé, c'était des déformations de gaines de combustible, et là-dessus, bon, ça continue de toute façon. Oui. Alors, des nouveaux incidents, il n'y en a pas eu, mais il y en aura d'autres, puisque de toute façon, c'est inéluctable. Les mécanismes de découverte de cuves remontent les grappes de combustible, et ça, c'est technique, et c'est des déformations. Les contraintes mécaniques font que ce problème se reproduira encore et encore. Alors, il y avait une barre de radium en suspension à l'époque. Voilà, c'est ça. Oui. Il y avait même deux grappes de... Enfin, c'était des assemblages de combustible qui étaient suspendus, oui. Le problème a été résolu ? Alors, ce qui est fait là au déchargement, après, une fois que le combustible a été récupéré, le but c'était surtout que les barres de contrôle ne tombent, les barres de combustible ne tombent pas dans le fond de la cuve. Parce que là, c'était une catastrophe pour EDF, quoi. D'accord. Qu'ils arrivent à récupérer le combustible dans les crayons cassés, etc. Donc c'était vraiment un problème majeur. Et aujourd'hui, il n'y a plus de risque, Pierre-Latte. Aujourd'hui, donc tant qu'on ne touche à rien, c'est à peu près correct. Le problème, c'est à l'arrêt du réacteur, et quand on veut décharger le combustible, c'est à ce moment-là que, simplement à l'ouverture du cœur, c'est là que peuvent se produire les incidents, et ça s'est produit donc plusieurs fois, c'est 3 fois en France déjà. Et ça s'est produit où exactement ? Alors ça s'est produit une fois à Nogent-sur-Seine. Ouais. Et la troisième, j'ai plus le souvenir. Il y a sur trois centrales différentes. Ouais. Quelle est la situation du parc nucléaire aujourd'hui en France en général ? Eh bien, le parc aujourd'hui est particulièrement dégradé. On avait déjà dénoncé ça il y a 10 ans. On avait produit un texte au niveau du réseau pour dénoncer ce phénomène. C'est que les contraintes physiques, radioactives et thermiques sont tellement importantes que les composants du réacteur se déforment, se corrodent et s'abîment. Et donc, Monsieur Proglio, le nouveau directeur d'EDF, a annoncé qu'il fallait mettre 35 milliards d'euros dans la réparation des réacteurs, officiellement pour les prolonger de 10 ans. Oui. En fait, c'est surtout pour les faire fonctionner, quoi. Alors justement, si on néglige ces réparations, qu'est-ce qui risque d'arriver ? Ah ben si on néglige les réparations, là c'est parfaitement clair. Vous avez, par exemple, il y a des gros échangeurs de vapeur qui se fissurent. Donc au début, ils bouchent des tubes, puis à la fin, s'il y a une rupture rapide de tube, il peut y avoir un dénoyage du cœur. Donc dénoyage du cœur, ça veut dire simplement que le cœur ne serait plus refroidi, et donc là on partirait en fusion de cœur. Alors on risque un deuxième Tchernobyl ? Alors, officiellement, non, mais nous, on affirme que oui, absolument. On risque un deuxième Tchernobyl sur les réacteurs, que ce soit en France ou ailleurs, sur les 450 réacteurs au monde, parce que de toute façon, malheureusement, ça vieillit partout. Il y a la corrosion, l'érosion, enfin, il y a tous les phénomènes physiques qui se produisent et qui font que les réacteurs vieillissent très mal. Et que font les pouvoirs publics, le gouvernement, aujourd'hui ? Alors là-dessus, normalement, ils ont un bras armé qui est l'autorité de sûreté nucléaire, qui est le gendarme du nucléaire, qui devrait sévir plus fortement. Il le fait parfois, mais ça dure pas très longtemps. Voilà. Donc, il met une pression, mais il la lâche relativement vite parce qu'il y a les contraintes, soi-disant de production d'électricité, soi-disant des contraintes qui font que
ils lâchent la pression. Et il y a quelques années, une dizaine d'années, le directeur de l'autorité de sûreté nucléaire, qui est encore le même pour 2 ans encore, monsieur Claude-André Lacoste, avait dit aux représentants de l'État, à l'époque, je ne me rappelle plus le Premier ministre qui était de l'époque, il avait dit de toute façon, s'il y a un problème, vu que les réacteurs sont tous sur le même modèle, si on découvre un problème générique, on serait condamné à fermer les réacteurs. Donc, il y aurait 2 possibilités. Soit courir le risque d'avoir un accident majeur, soit être privé d'électricité. Voilà, ça c'était un dilemme qu'avait levé un directeur de l'ASN il y a quelques années. Alors ça laisse à supposer que les dirigeants, que le gouvernement n'est pas vraiment conscient de ce qu'il fait, de la gravité. Ça, vous avez parfaitement raison. Là-dessus, la mesure des dirigeants n'est pas prise, ça c'est certain. Et là-dessus, bon, ça c'est notre levier essentiel, c'est de dire, est-ce qu'il y a un seul citoyen en France, et puis on peut même dire au monde, qui est prêt à payer d'un accident majeur le kilowattheure? Non, c'est certain. Tout à fait. Non. Tout à fait. Quels sont les points sensibles en France? Je pense par exemple à l'usine de La Hague. Où en est-on justement à La Hague? Donc justement, la question que vous posez sur La Hague est très intéressante parce qu'il s'avère qu'il y a un directeur de l'autorité de sûreté nucléaire qui vient d'être nommé à La Hague et qui a décidé que La Hague devait faire des travaux. Et ça, donc, c'est quelque chose d'excessivement coûteux en irradiation humaine et en argent, parce qu'il va falloir reprendre des colis qui ont été posés avec des radioéléments qui sont aujourd'hui interdits, qui n'étaient pas à l'époque, et donc qui diffusent dans l'environnement. Et donc il y a un travail énorme à faire, et l'autorité de sûreté nucléaire, grâce à l'intervention d'un nouveau directeur, il y a très peu de temps, a décidé d'exiger d'Areva qu'il fasse des reprises de déchets. Donc si vous voulez là-dessus, ça c'est sur les stockages. Parce qu'après vous avez également tout le reste qui est le fonctionnement normal de La Hague, et là effectivement il y a également des gros problèmes de rejet dans l'environnement. Alors il y a d'autres sites sensibles en France comme La Hague? Oui, bien sûr, oui. Déjà, vous avez donc les 20 et quelques sites, les centrales nucléaires. Vous avez ensuite tout ce qui est... vous avez les bateaux qui arrivent du Niger essentiellement pour la moitié et qui fournissent le yellow cake, donc c'est le combustible qui a été simplement récupéré au Niger et qui va, pour être chimiquement traité, à côté de Narbonne, à quelques kilomètres. Ah bon? À Malvézy. Malvézy, c'est à côté de Narbonne, ça, dans l'Aude. C'est ça. Et donc là, il y a des stockages dans des bacs avec de la radioactivité depuis des années. En fait, c'est quelque chose de très très pollué. Ouais. Et il y a un bassin qui a une digue à lâcher il y a quelques années. Et donc toute la radioactivité s'est répandue dans l'environnement. En fait, il y a de très gros soucis. Ensuite, bon, vous remontez par chez vous, là, sur le Rhône, et vous avez les transformations successives pour le combustible. Et après, vous avez la production à partir du combustible d'électricité nucléaire, et ensuite vous remontez sur ce qu'ils disent être un recyclage à La Hague, dont on vient de parler. C'est charmant. Ah oui. Ouais. Là, en France, le réseau est en train de préparer une carte pour bien expliquer, mais il n'y a pas un coin en France qui n'est pas touché par l'activité nucléaire. Alors est-ce que les populations, je pense justement dans les environs de Pierrelatte sur le Rhône ou alors à Narbonne, réagissent? Alors localement, pas bien. Pas bien parce que déjà, si on prend le cas de Narbonne, c'est pareil à Pierrelatte et à La Hague. Il y a beaucoup de salariés, beaucoup de proches des riverains qui travaillent dans les sites nucléaires. Et donc, si vous voulez, pour eux, c'est le gagne-pain, et c'est un peu ce qu'on a vu à Tchernobyl, c'est-à-dire Tchernobyl explose. Et des ouvriers manifestent pour la réouverture de Tchernobyl parce qu'ils ont besoin de travailler. Voilà. Oui, mais aujourd'hui, on sait très bien ce que ça donne. On a eu l'exemple avec Tchernobyl. On ne va pas aller travailler pour aller à la mort. Si vous voulez, le problème, c'est ça, c'est que aujourd'hui, le besoin de travailler continue. Là, l'expérience des salariés russes était terrible parce que c'était des gens qui avaient été victimes à leur chair de Tchernobyl et qui exigeaient la réouverture. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est ça, quoi. La difficulté, c'est qu'il y a une omerta autour des sites nucléaires à cause de cette proximité parentale et directe, parfois, des salariés de l'industrie nucléaire. Et puis, il y a également aussi l'achat des communautés riveraines par des taxes. Donc, ça c'est quelque chose que peu d'élus résistent, quoi. En fait, on est dans une situation incroyable. Ah, totalement. Et cette situation-là,
a beau être dénoncée, elle fait partie des absurdités parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y a quand même ce qui s'est fait avec le forage de pétrole en grande profondeur en mer, alors que c'était scientifiquement rigoureusement interdit. On peut le faire, voilà. On peut aujourd'hui faire des absurdités, aller dans le mur, on peut y aller. On constate une augmentation des cancers de 300%. Oui. Donc est-ce que c'est un rapport avec justement le nucléaire, à votre avis? Donc justement, par rapport à ça, il y a l'association des malades à thyroïde qui a attaqué, par l'intermédiaire de la juge Berthela Geoffroy, celle qui a mené sur le sang contaminé, Kress-Jacob, etc. Et donc, il y a une attaque qui a été faite des malades à thyroïde pour mensonge d'État quand le nuage est passé sur la France en 86. Donc, normalement, théoriquement, sur les données qui étaient dans les centres médicaux, on devait avoir des cancers de la thyroïde au bout de 15 ans, et les premiers sont apparus au bout de 7 ans, les cancers thyroïdiens. En fait, il y a des explications techniques dessus par rapport à ce qui s'est dégagé du réacteur de Tchernobyl, donc il y a des explications, des iodes à vie très courtes, très violentes, qui ont attaqué les thyroïdes. Donc si vous voulez, là-dessus, il y a une multiplication par un facteur 10 de la prise de lévothyrox en France. Donc ça veut dire que l'évothyrox, c'est l'hormone de remplacement pour la thyroïde, suite à des ablations ou à des traitements thyroïdiens. Donc il y a un facteur de 10 depuis Tchernobyl. Une chose est sûre, c'est qu'en France, la seule étude épidémiologique qui a été menée autour de la Hague, par le professeur Jean-François Viel, a montré un excès de cancer de leucémie chez les enfants, dont les mères avaient fréquenté les plages ou avaient consommé des coquillages de... Ah oui, à la Grande Motte, je crois, non? Ça, c'était à la Hague. À la Hague, oui, parce qu'on a eu, il y a eu des problèmes sur les plages languedociens, notamment à la Grande Motte, et puis je sais plus où. Oui, ça, vous avez eu un problème également. En fait, si vous voulez, là, sur ce problème de la Hague, donc, dès que les premiers résultats ont été produits par le professeur Jean-François Viel, l'INSERM qui finançait a coupé les financements. D'accord. Donc, le professeur a continué avec 40 médecins bénévoles, il a mené son étude au bout et il l'a produite dans le British Medical Journal. Donc, c'est une revue de notoriété internationale. Et malgré ça, en France, on a continué de dire qu'il n'y avait pas de problème et que tout allait très bien. On a été la risée du monde quand même parce qu'au niveau mondial, le British Medical Journal, il y avait des relectures, etc. Donc c'était quelque chose de parfaitement fiable qui avait été fourni, quoi. Et donc il y avait un excès de leucémie. C'est la seule étude qui a été faite. Et par contre, en Allemagne, il y en a une récente qui montre qu'il y a des excès de leucémie et de cancer chez les enfants à proximité des centrales nucléaires. Et plus le cercle s'agrandit autour de la centrale nucléaire, et plus le nombre de cancers diminue. Donc cet excès diminue avec l'éloignement de la centrale. Ça a été prouvé en Allemagne. Ça a également été prouvé en Angleterre, mais en France, bien sûr, on n'a rien là-dessus. Alors au gouvernement, on parle souvent de principe de précaution, on le voit, on en parle sans arrêt tous les jours. Où est le principe de précaution concernant le nucléaire, justement? Le principe de précaution pour le nucléaire, c'est que comme il a un état d'impact différé et qu'on ne peut jamais prouver aujourd'hui, parce que ça, on a bon espoir que ça puisse se prouver, mais comme on ne peut pas prouver l'origine des cancers qui sont différés à 7, 10, 15 ans, voilà comment est joué le principe de précaution. On dit, mais il n'y a pas de problème, puisque de toute façon, on voyait bien, s'il y avait quelque chose, on le saurait. Voilà le principe qui est utilisé. Et on ne fait rien pour essayer de sortir de ce dilemme-là, quoi. Enfin, ça me paraît quand même assez évident, hein. Oui. On est dans le jeu du chat et de la souris. Ah, ça c'est sûr, oui. Nous parlons du nucléaire avec Marc de Saint-Armand de l'association Sortir du nucléaire. On marque une pause dans Dossier spécial, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Marc de Saint-Armand de l'association Sortir du nucléaire. Nous allons parler du Mercantour. Alors au Mercantour, il y avait des problèmes. Je pense que c'est au parc du Mercantour où c'était assez pollué, même très pollué d'ailleurs. Où en est-on aujourd'hui ?
Et là-dessus, bon, mais il n'y a toujours rien qui a été fait. Oui, effectivement, à l'époque, c'était Kouchner qui avait dit oui, de toute façon, on va sécuriser le site, on va baliser parce que c'est quand même des lieux qui sont fréquentés. Donc on va signaler le risque, etc. Et bon, il a quitté le gouvernement, puis il n'a rien fait, quoi. Il y a aujourd'hui rien qui n'est fait dans le Mercantour. Et ça, c'était des retombées de Tchernobyl qui avait c'est ça, oui. Contamination. En fait, ils sont en train de nous transformer la France en poubelle, quoi. Et malheureusement, oui. Et à un moment donné, ils ont essayé de prendre la Russie pour poubelle. Vous avez dû en entendre parler. Oui. Donc voilà, alors, mais ça marche pas. Grâce à Greenpeace et à l'intervention de gens courageux, les exportations ne peuvent plus se produire. Bon, les faits exacts, on ne le sait pas, puisque c'est le secret défense qui est mis en avant. Mais ce qui est sûr, c'est que les déchets resteront en France. Donc, a priori, ce serait le Limousin qui serait visé pour stocker nos déchets dangereux. Voilà. Donc, on n'a toujours pas de moyens, évidemment, pour les retraiter, ces déchets. Non, voilà, si vous voulez, ça c'est un des mensonges utilisés par Areva, c'est qu'il parle de recyclage. En fait, le recyclage aujourd'hui n'existe pas. Et dans tout ce qui est stocké, il y a une radioactivité très très importante, avec des toxicités plus ou moins élevées. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure des désintégrations et au fur et à mesure que le temps passe, chaque radioélément se transforme en d'autres radioéléments qui ont d'autres propriétés physiques et chimiques, qui ont d'autres radiations, etc. Donc, si vous voulez, c'est un magma immonde qui est en train qui a été mis en place. La radioactivité était prisonnière de la roche. On l'a extraite à grands coups de pétrole et d'eau, parce qu'il faut beaucoup d'eau aussi. Au Niger, on utilise énormément d'eau pour produire le yellow cake dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Il faut également beaucoup d'eau. Toute cette eau, on la contamine. Et ensuite, tout ce cycle fait que on libère la radioactivité de la roche. Et là, c'est un des problèmes qui est levé aujourd'hui au Niger, c'est que la radioactivité est dans l'environnement et contamine les populations. Elle était prisonnière de la roche, là elle se retrouve libre en poussière, donc elle est emportée par les vents, elle percole dans le sol et elle contamine les nappes phréatiques. Alors on n'arrive pas à comprendre cette attitude vis-à-vis des gouvernants, du gouvernement actuel et précédent, parce que finalement tous les gouvernements qui se succèdent ne font pas grand-chose. Et on n'arrive pas à comprendre aussi l'attitude des lobbies, parce que de toute façon eux aussi seront touchés. Et ça, vous avez absolument raison, parce que là, les premiers touchés, c'était les travailleurs. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont protégé les travailleurs. Petit à petit, ils les ont sortis des travaux irradiants quand ils étaient dans les sociétés. Et donc, si vous regardez en France sur la partie exploitation des centrales nucléaires, 80% des doses de radiation sont prises par des salariés intérimaires. Donc, si vous voulez, c'est des gens qui travaillent... soit ils y restent, ils en font une spécialité, alors là c'est catastrophique parce qu'ils meurent très jeunes, soit ils passent très peu de temps et donc ils sont comptabilisés nulle part en irradiation. J'ai rencontré des personnes comme ça dans des entreprises qui avaient travaillé quelques jours, quelques mois dans les centrales nucléaires, mais qui la plupart en étaient partis parce que ça leur faisait peur. Il y a de quoi. Ah oui. Ça c'est clair. D'ailleurs, ça nous fait froid dans le dos quand on entend tout ce que vous nous dites. Bien qu'on en soit conscient, nous, mais il faut essayer de sensibiliser le plus possible l'opinion publique. Voilà. Et si vous voulez, c'est un peu l'objectif du réseau, c'est d'informer sur la réalité qui est occultée par Areva, tous les mensonges d'EDF, etc. Et on travaille énormément à ça. Et la difficulté, c'est que on est dans un cas où nous, on pose simplement des faits, c'est factuel, c'est la vérité. Et de l'autre, il y a un mythe qui est créé, une image, donc nucléaire propre, etc. Un exemple, le PR. Le PR, il consomme des quantités, mais c'est des milliards de mètres cubes. Donc il est très très gros. En fait, il sera très gros, peut-être, parce que visiblement, il n'est pas encore en service et il ne le sera pas de sitôt. Et les puissances qui sont prévues sur ce réacteur font que on est obligé d'enrichir le combustible à des taux très importants. Ça n'a jamais été fait à ce niveau-là au niveau mondial. Et donc, il y a des gens qui affirment déjà que ça ne pourra pas se faire. Donc, si vous voulez, il y a ce problème-là. Et ce qui s'est passé avec le changement climatique, c'est que le PR n'a pas été fait sur le continent. Il a été fait en bordure de mer. Il demande tellement d'eau qu'il a été fait en bordure de mer. Par exemple, nous, ici, sur la Garonne, on a 2 réacteurs. Et il y a des moments, l'été, ils sont obligés d'en arrêter un parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau. Et à un moment donné, ils se sont fait même peur parce qu'ils risquaient de perdre la source froide, comme ils disent. Donc c'est la perte de refroidissement du réacteur. Donc si vous voulez, même à l'arrêt, le réacteur a besoin d'eau. Il a besoin de beaucoup d'eau. Qu'il soit en fonctionnement ou à l'arrêt, il a besoin de beaucoup d'eau pour être refroidi.
Et donc le changement climatique, les réchauffements, tous les aléas qu'on voit actuellement ont fait que soit on risquait l'inondation sur les réacteurs en bordure de fleuve, soit on risquait la sécheresse. Et là, donc, ils ont pris le compromis de mettre le PR en bordure d'océan. Alors, les réacteurs du côté de Toulouse, vous voulez parler de Golfech? C'est ça, voilà. Réacteur de Golfech, oui. D'accord. Oui. Donc, elle se maintient, cette centrale, ou elle est un peu brinque-ballante? Eh bien, écoutez, ils n'arrêtent pas d'affirmer que c'est une des plus performantes de France. En fait, c'est pas vrai. Il y a des fissurations au niveau des gaines de combustible, comme ailleurs. Il y a des fissurations au niveau ce dont je parlais tout à l'heure, des échangeurs de vapeur, donc des générateurs de vapeur. Et si vous voulez, elle est comme le reste du parc nucléaire. Les pressions, les irradiations, etc. font que c'est le même. C'est ce que j'ai évoqué aussi, c'est que tout est affecté par les contraintes physiques, thermiques et radioactives. Alors concrètement, à sortir du nucléaire, vous faites des actions sur le terrain. Voilà. Donc c'est variable, c'est soit des associations locales qui émettent des avis en disant voilà, il y aurait ça à faire, et à ce moment-là, le réseau relaie ce type d'informations et parfois propose lors de ces assemblées générales, des actions à mener au cours de l'année, des actions fortes à mener au cours de l'année pour essayer de voir. Donc si vous voulez, à un moment donné, il y a quelques années, il y avait sur l'absurdité du chauffage électrique, puisque ça, il y a certains pays où le chauffage électrique est interdit. On fait chauffer de l'eau pour faire de l'électricité, on transporte l'électricité, donc on en perd beaucoup, et au bout, on fait chauffer des résistances avec. Donc c'est pas une utilisation normale pour l'électricité, donc il y a des pays comme l'Autriche qui interdit le chauffage électrique. Voilà. Chez nous, non. Chez nous, on l'a promu. Et donc, on tombe sur les difficultés. Donc, on a fait une campagne contre le chauffage électrique. On a fait des campagnes régulièrement sur tout un tas de problèmes qui peuvent affecter le nucléaire. Ça, c'est décidé à l'Assemblée générale suite à des propositions d'associations. Et sinon, après, on suit un petit peu ce qui se passe, comme actuellement, là, cette histoire de l'EPR, puisque c'est pas les écolos qui le disent, c'est l'Agence à l'énergie nucléaire qui précise que on est à 92 € le mégawattheure pour l'EPR. Donc c'est 2 fois et quelques le prix des autres réacteurs. Et si vous voulez, bon, pour nous, c'est pas un critère, mais déjà, construire un réacteur qui produit 1 kilowatt à un prix aussi élevé, et à condition que ce réacteur arrive à tourner 60 ans. Ah oui. C'est pas rien. Donc aujourd'hui, les réacteurs de 30 ans rendent l'âme. On va investir des milliards d'euros pour essayer de les rallonger de 10 ans, mais là, ils prévoient un réacteur sur le papier à 60 ans. Et à 60 ans, le prix du kilowatt serait de 92 € par mégawattheure. D'accord. Millions de wattheures. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est des choses qui font que nous, on utilise tout ça et pour essayer de faire basculer les politiques, mais bon, on n'est pas au bout du compte, puisque le Grenelle 2 ne devait pas traiter de la question nucléaire. La seule chose qu'il a traité, c'est pour exclure les enquêtes publiques en cas d'augmentation substantielle de rejet, qu'ils soient radioactifs, chimiques ou thermiques dans les fleuves. Donc ça, c'est le Grenelle 2 qui le prévoit dans un texte, et bon, on s'est battu là-dessus au niveau national pour essayer de faire sauter ce texte. Est-ce que vous avez des rapports directs avec l'un des membres du gouvernement? Non. Il n'y a pas de lien direct, non. Il n'y a pas de lien direct. Non, on a eu, à une époque, il y a eu des rencontres avec des personnes du réseau, avec des politiques. Bon, il y en a moins aujourd'hui. C'est bizarre. Donc, on va parler des énergies renouvelables, si vous le voulez bien. Quelles sont les énergies de substitution et comment sortir du nucléaire aujourd'hui? Quelles seraient les énergies qu'on pourrait mettre en place? Je pense à l'éolien, aux panneaux solaires. Comment ça pourrait se passer? On nous dit que ce sont des énergies qui sont un petit peu... on rigole quand on nous parle de l'éolienne maintenant. L'éolienne et panneaux solaires, ça fait pas très sérieux. Oui, bien sûr, oui. Alors, quel est votre avis? Ce qui est intéressant, c'est que quand même cette vision caricaturale est limitée à la France. Oui. Les autres pays ne sont pas sur cette image. En Allemagne, par exemple. Voilà. Donc il y a des pays... en fait, si vous voulez, la première chose, c'est les économies d'énergie. Et ça, Zapatero vient de le formaliser dans une loi. Toutes les constructions vont être revues sur le plan thermique. Et donc, isolation de l'habitat. Et il prévoit d'économiser 3 milliards d'euros par an, uniquement sur l'isolation, suite à l'isolation de l'habitat. Oui. Donc ça, c'est une mesure politique forte qui fait que là-dessus,
on peut économiser beaucoup d'énergie. Mais on y... Ensuite, bon, pour la substitution, il y a ce que vous évoquez, l'éolien et le photovoltaïque. Et c'est vrai que l'Espagne a eu en octobre 2009 une production de 50% de son électricité en éolien. Oui. Donc pendant une semaine, l'éolien a fourni 50% de la consommation électrique espagnole. Donc si vous voulez, on n'est plus à la marge comme ça a été dit à une époque. On est vraiment dans des niveaux d'énergie importants. D'accord. Ouais. Alors pourquoi en fait les lobbies du nucléaire se mettent pas à faire de l'éolien ou du solaire? Là-dessus, ils préparent quand même, malgré tout, parce qu'ils savent très bien que la relance du nucléaire a été annoncée en Italie, etc., en Angleterre, bon. Mais ils savent très bien que les populations sont réticentes et que c'est pas gagné. Donc ils se placent quand même sur les renouvelables. Ils s'y placent un petit peu. Donc si vous voulez, il y a Areva qui se place dans l'éolien. Il y a quand même cet effort qui est fait, mais c'est pas significatif par rapport à ce qui devrait être fait. Et on continue donc ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire à dénigrer le renouvelable en France, quoi. Alors que les réalités physiques le montrent aujourd'hui, ça fonctionne bien. Avec une production décentralisée en photovoltaïque, si vous avez une maison sur 5 qui a son photovoltaïque, vous pouvez fournir pratiquement tout un tas de quartiers uniquement en photovoltaïque par des installations décentralisées. Et là, récemment encore, on nous expliquait en France que ça posait des problèmes, que ça allait être difficile à gérer sur le plan production, qu'on allait faire tomber le réseau. Exactement ce qu'ils avaient dit il y a quelques années pour l'éolien. Donc si vous voulez, en plus, on dit il y a des problèmes techniques, alors qu'en Allemagne, ils sont à 10 fois notre production et ils n'ont aucun problème de réseau. Est-ce qu'il y a d'autres techniques justement similaires qui sont à l'étude? Alors, de toute façon, ce qui s'est passé en particulier en Italie, c'est qu'ils utilisent toutes les sources locales. Donc s'il y a un sol qui est facile d'accès avec du thermique, donc il y a la géothermie, il y a des nappes chaudes sous les sols, bon, mais ils envoient des tuyaux, ils récupèrent l'eau chaude. Si vous voulez, c'est pas une solution unique. La première chose, c'est déjà économiser l'énergie. La seconde, c'est de diversifier toutes les sources. Et bon, après, il y a aujourd'hui pas mal de réalisations au monde où les productions sont autonomes en énergie. Enfin, ici, localement, du côté d'Agen, il y a un coin où il y a des personnes qui ne sont pas reliées au réseau et qui ont l'électricité, qui ont tout le confort moderne, mais qui ne sont pas reliées au réseau et qui ont du thermique, petit éolien et photovoltaïque. Ils sont indépendants énergétiquement. D'ailleurs, il y a eu des villes et des villages tests. Bien sûr. Et on s'aperçoit que ça fonctionne. Bien sûr, ça fonctionne sans problème. Donc voilà, alors donc si on met le paquet, il n'y a aucun problème. Voilà. Et si vous voulez, là, sur ce que vous évoquez, on avait fait il y avait une étude dans les travaux qui étaient faits par l'étude des 7 ventes des Cotentin qui avait montré qu'on produisait 2 fois plus d'énergie et 15 fois plus d'emplois si on mettait dans le renouvelable que dans un EPR. Mais ça, c'était à 3 milliards d'euros. Et l'EPR est en train d'exploser à 5 milliards d'euros. Et on ne sait pas où il s'arrêtera puisqu'il n'est pas fini. Donc à 5 milliards d'euros, ça veut dire plus de 3 fois plus d'énergie en renouvelable fournie avec le même investissement. D'accord. Donc si vous voulez, c'est des choses qui sont... C'est un peu ce qu'on disait au départ. C'est pas, les utopistes, c'est pas nous, quoi. Ce sont eux avec de vouloir maintenir ce corps des mines avec ces ingénieurs, cette vision de production gigantesque, centralisée, et alors que la solution est tout à fait dans la décentralisation. Parce qu'ils vont finir par nous faire exploser la planète. Hein. Écoutez, on peut quand même être inquiet parce que là, ce qui se passe actuellement sur le pétrole, même les Russes qui étaient donnés comme assez fous, n'ont jamais fait de puits en grande profondeur en mer. Ils l'ont fait, mais sur terre. Ouais. Et apparemment, l'affaire qui se passe là actuellement avec British Petroleum est une affaire dramatique parce qu'ils n'ont pas de solution. Et il est question d'évacuer des millions de personnes. Donc c'est un problème qui est excessivement grave. C'est scandaleux, hein. Ah, là-dessus, oui. C'est scandaleux, oui. Et c'est surtout qu'il n'y a pas d'effort. Les autres compagnies, en fait, on est dans un monde, dans une jungle. En fait, les autres compagnies, au lieu d'envoyer des renforts pour essayer de trouver des solutions, sont en train d'attendre que British Petroleum crève, quoi. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Eh bien, écoutez, là sur... des actions donc on a eu une phase un peu difficile au réseau, enfin un peu difficile, relativement difficile parce qu'il y a eu des tensions internes
Et donc il y a eu une phase, mais là le réseau est en train de repartir du bon pied. Il y a eu une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en juin. Et donc là, oui, la lutte va reprendre. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs de Fréquence Évasion qui nous écoutent actuellement ? Ben oui, s'ils ont quelques économies, qu'ils investissent dans les énergies renouvelables et qu'ils participent à sauver la planète. Alors, vous avez un site internet, que peut-on trouver sur ce site ? Écoutez, vous trouvez déjà beaucoup d'éléments sur les réalités donc, du nucléaire, tout ce qu'on vient d'évoquer un petit peu, sur les solutions alternatives. Il y a également toutes les associations locales qui ont des relais si elles le souhaitent. Donc, par exemple, vous parliez de Golfech. Nous, on a un lien où on a produit des travaux sur les rejets de tritium, etc. Donc, si vous voulez, les associations locales, que ce soit à Brénilly sur le démantèlement de la centrale, à Lague, ou par chez vous, il y a tout ça. Vous pouvez savoir ce qui se passe localement près de chez vous en matière de nucléaire. Et éventuellement, si les gens sont motivés, en plus que de vouloir investir leurs économies dans les économies d'énergie et les énergies renouvelables, et en plus ils peuvent donc se rallier à des luttes locales, puisqu'il y a à peu près sur tout le territoire français, il y a quand même 27 000 personnes individuelles qui adhèrent au réseau. Donc ça veut dire que il y en a forcément près de chez elles, de celles qui vous écoutent, quoi. Alors vous allez nous donner l'adresse de votre site internet ? Alors c'est sortir du nucléaire, en un seul mot, sortir du nucléaire. Et là-dessus, n'importe quelle recherche internet vous donnera le... Sur Google, par exemple. Sortir du nucléaire. D'accord. Vous avez un numéro de téléphone ? Alors, le téléphone, c'est le 04 78 28 29 22. Eh bien, Marc de Saint-Armand, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. Vous revenez quand vous voulez ? Entendu, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et puis, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Fréquence Évasion.